James Baldwin. Si Bill Street pouvait parler. Le bébé commence à bouger et me réveille la nuit. Avec maman à Porto Rico, c'est Ernestine et Joseph qui s'occupent de moi. Je ne veux pas abandonner mon travail parce que je sais que nous avons besoin de mon salaire. Mais ça me fait souvent manquer la visite de 6 heures. Il me semble que si j'arrête de travailler, cette visite de 6 heures ne prendra jamais fin. J'explique ça à Fonny et il dit qu'il comprend. Mais comprendre ne l'aide pas quand arrive 6 heures. Vous avez beau comprendre, vous ne pouvez pas vous empêcher d'espérer qu'on va appeler votre nom, qu'on vous sortira de votre cellule pour vous conduire en bas. Si vous avez des visites, ou même une seule, mais qu'elle est régulière, vous savez que quelqu'un à l'extérieur tient à vous. Et cela vous aide à passer la nuit, à affronter le jour suivant. Aussi bien que vous compreniez, quoi que vous disiez, si personne ne vient vous voir, vous broyez du noir. Et ici, ça signifie que vous êtes en danger. Joseph me le dit très clairement un dimanche matin. J'ai eu des nausées particulièrement violentes ce matin-là, et Joseph a dû s'occuper de moi car Ernestine avait un travail urgent chez son actrice. Je n'arrive pas à imaginer ce que fait cette chose dans mon ventre, mais elle semble posséder des pieds maintenant. Parfois elle reste tranquille pendant des jours à la file. Elle dort peut-être, ou plus probablement elle trame quelque chose, son évasion. Puis elle se retourne, baratte l'eau. Elle s'ennuie mortellement dans cet élément et voudrait en sortir. Nous commençons à avoir un dialogue plutôt acerbe, cette chose et moi. Elle donne un coup de pied et je laisse tomber un œuf sur le parquet. Elle bouge et soudain la cafetière se renverse sur la table. Un autre coup de pied et le parfum que j'ai vaporisé sur ma main remplit ma bouche de salive amère et ma main libre pèse si fort sur le verre épais du comptoir que j'ai peur de le briser. Bon Dieu, sois patiente. Je fais de mon mieux. Elle donne un nouveau coup de pied, ravie d'avoir obtenu une réaction aussi furieuse. Tiens-toi tranquille. Alors, épuisée, ou comme je le suspecte, par pure malice, elle est tranquille, satisfaite d'avoir couvert mon front de sueur, de m'avoir fait vomir mon déjeuner et courir 4 ou 5 fois en vain aux toilettes. Mais elle est très astucieuse, elle veut vivre. Elle ne bouge jamais quand je prends le métro ou quand je traverse une rue. Elle devient aussi de plus en plus lourde. Ses exigences se font d'heure en heure plus fortes. Elle proclame ses droits. Elle me dit qu'elle m'appartient moins. Encore qu'elle ait un autre style de coup de pied, plus doux en général la nuit, qui signifie qu'elle veut bien m'appartenir, que nous deviendrons peut-être très attachés l'une à l'autre, que je ne lui appartiens. Soudain, la voilà qui recommence à se déchaîner comme Mohamed Ali. Et moi je chavire. Je ne reconnais plus mon corps du tout. Il devient absolument informe. J'essaie de ne pas le regarder parce que je doute qu'il s'agisse du mien. Bien plus, il m'arrive d'enlever des vêtements le soir et de ne pas pouvoir rentrer dedans le lendemain matin. Je ne peux plus porter de talons hauts. Il me déséquilibre aussi profondément que la perte d'un œil déforme la vision. Je n'ai jamais eu de sein ou de hanche, mais je commence à en avoir. Il me semble que je grossis à la vitesse de 100 kilos par heure, et je n'ose pas envisager de quoi j'aurai l'air quand cette chose en moi donnera son ultime coup de pied. Seigneur. Et pourtant, nous commençons à nous connaître, cette chose, cette créature et moi. Parfois nous sommes très, très amis. Elle veut me parler et je dois apprendre à écouter. Sinon, je ne saurais pas quoi lui dire quand elle sera là. Et Fonny ne me le pardonnerait jamais. Après tout, c'est moi qui ai voulu ce bébé plus que lui. D'ailleurs, quelque part, très profond et au-delà de mon tourment, je suis très heureuse. Je ne peux guère plus fumer. La chose y a veillé. Je me suis prise de passion pour le cacao et les beignets aux pommes, et seul le cognac garde encore quelques goûts pour moi, de temps en temps. Ernestine en rapporte tranquillement quelques bouteilles de chez son actrice. Elle ne s'en apercevra même pas, la façon dont ces gens boivent. Ce dimanche matin-là, Joseph me sert ma troisième tasse de cacao, les deux autres ayant été rapidement expulsés par un coup de pied, et s'assied en face de moi, le visage grave. Tu veux que ton bébé naisse ou non? Son regard, sa voix me terrifie. Oui. Et tu aimes Fonny? Oui. Alors je suis désolé, mais il va falloir que tu quittes ton travail. Je l'observe. Je sais que tu te fais du souci pour l'argent, mais laisse-moi m'en charger. J'ai plus d'expérience. De toute façon, tu ne gagnes pas grand-chose. Tout ce que tu fais, c'est t'épuiser et torturer Fonny. Si tu continues comme ça, tu vas perdre ce bébé. Si tu perds ce bébé, Fonny n'aura plus envie de vivre et tu seras perdu. Alors moi aussi, je serai perdu. Tout sera perdu. Il se lève et va à la fenêtre. Puis il se retourne. Je suis sérieux, Tish. Je dis, je sais. Joseph sourit. Écoute, petite fille. Il faut que nous prenions soin les uns des autres dans ce monde, d'accord? Bon. Alors, il y a des choses que je peux faire et toi pas, c'est tout. Et il y a des choses que toi tu peux faire et pas moi, comme d'avoir ton bébé. Je le ferais si je pouvais. Il n'y a rien que je ne ferais pas pour toi, tu le sais. Il me regarde en souriant. Oui, je sais. Et il y a des choses que toi seul peux faire pour Fonny, d'accord? Oui. Joseph va et vient dans la cuisine. Les jeunes n'aiment pas se l'entendre dire, moi aussi j'étais comme ça à ton âge, mais vous êtes jeune. Mon enfant, je ne voudrais pas vous perdre pour tout le café du Brésil, mais vous êtes jeune. Fonny est encore un gamin, et il subit une épreuve qu'un gamin ne devrait pas connaître. Et tu es tout ce qu'il possède, Tish. Tout. Je suis un homme, je sais de quoi je parle. Tu me comprends?
Oui. Il se rassit en face de moi. Faut que tu le vois tous les jours, Tish. Tous les jours. Occupe-toi de Fonny. Nous nous occuperons du reste. D'accord? D'accord. Il embrasse mes larmes. Amène-nous ce bébé sain et sauf. Nous sortirons Fonny de prison. Je te le promets. Et toi, tu promets? Je souris et je dis oui, je promets. De toute façon, le lendemain matin, je suis beaucoup trop malade pour aller travailler, et Ernestine téléphone au magasin pour le leur dire. Elle ajoute que je passerai toucher mon chèque dans quelques jours. Voilà où nous en sommes. Sur un certain plan, je dois avouer, pour être honnête, que je détestais cette solution, le fait que je n'avais plus rien à faire. Mais cela m'a obligé à reconnaître que je m'étais accroché à mon travail afin de ne pas affronter mes problèmes. Maintenant, j'étais seul avec Fonny, mon bébé et moi-même. Mais Joseph avait raison. Fonny est radieux. Les jours où je ne vais pas au cabinet de Hayward, je le vois 2 fois. Je suis toujours là pour la visite de 6 heures. Et Fonny sait que je serai là. Je commence à découvrir une chose étrange. Ma présence, qui n'a aucune valeur pratique, qu'on peut même considérer comme une trahison, est beaucoup plus importante que tout ce que je pourrais faire. Chaque jour, quand il voit mon visage, il sait que je l'aime. Et Dieu sait que je l'aime, et de plus en plus à mesure que les jours passent. Mais ça va plus loin. Ma présence à la prison signifie que d'autres l'aiment aussi, l'aiment au point de m'avoir rendu libre pour aller le voir. Il n'est pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et si parfois je suis horrifié de ne plus avoir ce qu'on peut appeler une taille, Fonny est ravie. La voilà, aussi grosse qu'une tour. T'es sûr que c'est pas des jumeaux ou des triplés? Merde, nous entrerions dans l'histoire. Accroché au téléphone, il rejette la tête en arrière et éclate de rire. Je comprends alors que l'avenue du bébé est étroitement liée à sa volonté de sortir de prison. Alors, je me fiche d'être aussi grosse qu'une tour. Le bébé veut sortir, Fonny veut sortir, et nous y arriverons. Jaime est ponctuel, et Sharon arrive dans la favela vers 9h30. Jaime sait à peu près où se trouve l'habitation, mais il ne connaît pas la dame, du moins il n'est pas sûr. Il y réfléchit encore quand Sharon descend du taxi. Hayward a essayé de prévenir Sharon en lui disant qu'il était incapable de décrire une favela et qu'il doutait qu'elle-même souhaite le faire après son voyage. C'est un spectacle pénible. En haut, le ciel bleu et le soleil étincelant, en bas, la mer bleue, ici, et le tas d'ordures là. Il faut un moment pour découvrir que le tas de balayures est la favela. Des maisons se dressent dessus, des habitations, certaines sur pilotis comme pour essayer de se hisser au-dessus de ce tas de fumier. D'autres ont des toits en tôle ondulée, quelques-unes des fenêtres. Toutes ont des enfants. Jaime marche aux côtés de Sharon, fier d'être son protecteur, mais inquiet de cette démarche. L'odeur est incroyable, mais les enfants qui sans fin escaladent cette montagne et font vibrer l'air, ces enfants à demi nus, aux yeux brillants, au rire sonore qui plonge dans la mer et en sortent luisants, ne semblent pas s'en soucier. Ce devrait être là, dit Jaime, et Sharon franchit une arcade qui ouvre sur une cour en ruine. La maison a dû être, jadis, une demeure particulière très importante. Elle n'est plus particulière aujourd'hui. Des générations successives de peintures s'écaillent sur les murs et le soleil, qui souligne chaque tache et chaque fissure, ne daigne pas entrer dans les pièces. Certaines sont protégées par des volets, dans la mesure évidemment où ceux-ci tiennent encore en place. Le bruit est plus fort que la répétition d'un orchestre mal accordé, et le son dominant est fourni par les cris des bébés et des enfants. Les voix des adultes s'élèvent en contrepoint et forment des harmonies extraordinaires. Il semble y avoir des portes partout, basses, sombres et rectangulaires. Je pense que c'est là, dit Jaime d'une voix nerveuse, en désignant une des portes, au 3e étage. Je pense. Vous dites qu'elle est blonde? Sharon le regarde. Il est très malheureux. Il ne veut pas la laisser entrer seule dans cette maison. Elle touche son visage et sourit. Soudain, il le rappelle Fonny et la ramène aux raisons de sa présence ici. Attendez-moi, dit-elle, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Elle franchit la porte et monte les escaliers comme si elle savait exactement où elle allait. 4 portes ouvrent sur le palier du 3e étage, pas de nom. L'une d'entre elles est entr'ouverte. Sharon frappe et la pousse un peu plus. Madame Rogers? Une jeune fille très mince aux immenses yeux noirs dans un visage sombre, vêtue d'un peignoir fleuri, pieds nus, s'avance dans la pièce. Ses cheveux bouclés sont d'un blond sale, des pommettes hautes, des lèvres minces et une grande bouche. Un visage agréable, vulnérable et avenant. Une croix en or brûle sur sa gorge. Elle dit « Señora ?» puis s'immobilise et fixe Sharon de ses grands yeux effrayés. « Señora ?» Car Sharon n'a rien dit, elle se tient sur le seuil et observe la jeune femme. Celle-ci passe sa langue sur ses lèvres, elle répète encore « Señora ?» Elle ne fait pas son âge, on dirait une petite fille. Puis elle se déplace, la lumière l'atteint d'un autre angle et Sharon la reconnaît. Un instant, Sharon a vraiment peur de tomber et s'appuie contre la porte. « Madame Rogers ?» Les yeux de la jeune fille se rétrécissent. Ses lèvres font la moue. « Non, señora, vous vous trompez, je suis Sanchez. » Elle s'observe. Sharon est toujours appuyée contre la porte. La jeune femme fait un mouvement vers la porte comme pour la fermer, mais elle ne veut pas pousser Sharon. Elle ne veut pas la toucher. Elle fait un pas, puis s'arrête. Elle touche la croix sur sa gorge. Sharon n'arrive pas à lire son visage.
Elle y discerne de l'intérêt, un peu comme chez Jaime, mais aussi de la terreur et une certaine sympathie dissimulée. Toujours incertaine de ses forces, Sharon sent que, capable de bouger au pas, il vaut mieux qu'elle ne change pas de position. Ça lui donne une sorte d'avantage. Excusez-moi, Sagnola, mais j'ai du travail, s'il vous plaît. Je ne connais pas de Madame Rogers. Peut-être dans une autre maison dans le quartier. Elle esquisse un sourire et regarde par la fenêtre ouverte. Mais il y en a tant. Vous passerez beaucoup de temps à chercher. Son regard est amer. Sharon se redresse et brutalement elle se dévisage, chacune captive de l'autre. J'ai une photo de vous, dit Sharon. La jeune fille ne répond pas, elle s'efforce d'avoir l'air amusée. Sharon sort la photo et la lui tend. La jeune fille s'avance vers la porte. En même temps, Sharon quitte celle-ci et pénètre dans la pièce. Señora, je vous ai dit que j'avais mon travail à faire. Elle regarde Sharon de bas en haut. Je ne suis pas une dame nord-américaine. Je ne suis pas une dame, je suis Madame Ivers. Et moi, je suis Madame Sanchez. Comme voulez-vous, je ne vous connais pas. Je sais que vous ne me connaissez pas. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de moi. Il se produit un changement sur le visage de la fille. Elle pince des lèvres, fouille dans la poche de son peignoir à la recherche de ses cigarettes et souffle la fumée avec insolence au visage de Sharon. Pourtant, elle dit « Voulez-vous une cigarette, Señora ?» Et elle offre le paquet à Sharon. Et il y a une supplication dans les yeux de la jeune femme. D'une main tremblante, Sharon prend la cigarette que l'autre lui allume avant de remettre le paquet dans sa poche. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je pense que vous avez entendu parler de moi. » La jeune femme jette un coup d'œil à la photo dans la main de Sharon, regarde Sharon et ne dit rien. « J'ai rencontré Pietro hier soir. »« Ah, c'est lui qui vous a donné la photo. » Elle se voulait sarcastique, se rend compte qu'elle a fait une erreur, mais, semble dire ses yeux provoquants, il y a tant de Pietro. « Non, je la tiens de l'avocat d'Alonzo Hunt, l'homme que vous accusez de vous avoir violé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois que si. Écoutez, j'ai rien contre personne, mais je vous demande de sortir d'ici. » Elle tremble, proche des larmes. Elle tient ses deux mains serrées devant elle comme pour les empêcher de toucher Sharon. « Je suis ici pour essayer de sortir un homme de prison. Cet homme va épouser ma fille et il ne vous a pas violé. » Elle tend la photo de Fonny et moi. « Regardez. » La fille se tourne vers la fenêtre, puis s'assied sur le lit défait, les yeux toujours fixés vers la fenêtre. Sharon s'approche d'elle. « Regardez-la, je vous en prie. Cette jeune fille est ma fille. L'homme avec elle est Alonzo Hunt. Est-ce l'homme qui vous a violé ?» La jeune femme refuse de regarder la photo, ou Sharon. « Est-ce l'homme qui vous a violé ?»« Une chose que je peux vous dire, madame, vous n'avez jamais été violée. » Elle jette un bref coup d'œil à la photo, puis à Sharon. « Il lui ressemble, mais il ne riait pas. » Au bout d'un moment, Sharon demande « Puis-je m'asseoir ?» La fille ne répond pas, elle soupire et croise les bras. Sharon s'assied sur le lit à côté d'elle. Il devait y avoir 2000 radios alimentées dans le voisinage, et toutes jouent B.B. King. Non pas que Sharon puisse identifier la chanson, mais elle reconnaît le rythme. Elle n'a jamais entendu résonner avec autant de force, d'insistance plaintive. Il n'a jamais paru aussi décidé et menaçant. Sharon en retrouve l'écho dans les multiples voix humaines, et la mer qui brille inlassablement au-delà du tas d'ordures de la favela le répercute dans ses vagues. Assise, Sharon écoute. Elle écoute comme elle ne l'avait jamais fait avant. Le visage de la jeune femme est tourné vers la fenêtre. Sharon se demande ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. Rien peut-être. Elle se tient là, sur ce lit, dans une immobilité pleine de résignation obstinée, ses mains minces abandonnées entre ses genoux, comme quelqu'un qui a souvent déjà été pris au piège de la vie. Sharon contemple son dos fragile, les cheveux bouclés repoussent, noirs à la racine. Le rythme de la musique devient de plus en plus insistant, presque insoutenable. Il commence à résonner dans le crâne de Sharon, qui a l'impression que son cerveau va éclater. Elle se sent au bord des larmes, sans savoir pourquoi. Elle se lève du lit et se dirige vers la musique. Elle regarde les enfants, la mer. Au loin, il y a une arcade, comme celle qu'elle a traversée tout à l'heure, abandonnée là par les morts. Elle se retourne et regarde la jeune femme. Celle-ci a les yeux fixés sur le plancher. « Vous êtes née ici ?» demande Sharon. « Écoutez, madame, avant que vous alliez plus loin, laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez rien contre moi. Je suis pas seule et perdue ici, j'ai des amis. » Elle jette à Sharon un regard à la fois furieux, peureux et incertain, mais elle ne bouge pas. « Je ne cherche pas à vous faire le moindre mal. J'essaie seulement de sortir un homme de prison. » La fille bouge sur le lit. Maintenant, elle tourne le dos à Sharon. « Un homme innocent, ajoute Sharon. Madame, je pense que vous vous êtes trompée d'endroit, c'est tout. Il n'y a aucune raison de me dire ça à moi. Il n'y a rien que je peux faire pour vous. » Sharon essaie de trouver une nouvelle approche. « Combien de temps êtes-vous resté à New York ?» La fille lance sa cigarette par la fenêtre. « Bien assez. Vous avez laissé vos enfants là-bas ? Écoutez, ne mêlez pas mes enfants à ça. » Il commence à faire très chaud dans la pièce. Sharon enlève sa veste de cotonnade et retourne s'asseoir sur le lit. « Moi aussi, dit-elle lentement, je suis une mère. »
La fille lui jette un regard qui se veut méprisant. Mais si l'envie fait partie de son univers familier, elle ignore le mépris. Pourquoi êtes-vous revenu demande Sharon. La fille ne s'attendait pas à cette question. En fait, Sharon elle-même n'avait pas prévu de la poser. Elle se dévisage, la question scintillant dans l'espace qui les sépare comme la lumière sur la mer mouvante. Vous avez dit que vous étiez une mère, finit par dire la fille, et elle se lève pour se placer devant la fenêtre. Cette fois-ci, Sharon la suit. Ensemble, elles contemplent la mer. En un sens, après cette réponse maussade, Sharon commence à y voir plus clair. Dans cette réponse, elle a lu une prière. Elle se met à lui parler d'un ton différent. Enfant, dans ce monde, il nous arrive des choses terribles, et nous pouvons tous accomplir des choses terribles. Elle prend soin de regarder par la fenêtre, mais elle surveille la fille. J'ai été une femme avant vous, ne l'oubliez pas. Mais elle se tourne vers Victoria, attire vers elle le corps frêle, les poignets minces, les mains décharnées, les bras serrés contre la poitrine. Elle essaie de lui parler comme si elle s'adressait à moi. On paie pour les mensonges qu'on dit. Elle se dévisage. Enfant, vous avez mis un homme en prison, un homme que vous n'avez jamais vu. Il a 22 ans, il veut épouser mon enfant. Et elle cherche à nouveau les yeux de Victoria. Il est noir. Elle lâche la fille et se tourne vers la fenêtre, comme nous. Je l'ai vu. Vous l'avez vu lors de l'identification à la police. C'est la première fois que vous l'avez vu, et la seule. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que je le connais depuis toujours. Ah! Crie Victoria et elle essaye de s'éloigner. Les larmes montent dans ses yeux noirs. Si vous saviez combien de femmes j'ai entendu dire ça. Elles l'ont pas vu, alors que moi je l'ai vu, quand il s'est approché de moi. Elles ne voient jamais ce genre de choses. Des femmes respectables comme vous. Non, elles ne voient jamais ça. Les larmes commencent à couler le long de ses joues. Vous avez pu connaître un gentil petit garçon, et il est peut-être un homme correct avec vous. Mais vous ne connaissez pas l'homme qui a fait ce qu'il m'a fait. Mais demande Sharon, êtes-vous sûr que vous le connaissez? Oui, ils m'ont demandé là-bas, et ils m'ont demandé de le désigner, et je l'ai désigné, c'est tout. Mais vous étiez... Ça s'est passé dans l'obscurité. Vous avez vu Alonzo Hunt à la lumière. Il y avait des lumières dans le couloir, assez pour que je le voie. Sharon la saisit à nouveau, touche le crucifix. Mon enfant, pour l'amour de Dieu. Victoria regarde la main posée sur la croix et pousse un cri déchirant, comme Sharon n'en avait jamais entendu. Elle s'arrache aux mains de Sharon et se précipite vers la porte qui était restée ouverte. Elle hurle et crie « Sortez d'ici, sortez d'ici !» Des portes s'ouvrent, des gens commencent à apparaître. Sharon entend le klaxon du taxi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Victoria hurle maintenant des mots en espagnol. Une femme âgée s'approche et la prend dans ses bras. Victoria s'effondre en pleurant sur la poitrine de la femme. Celle-ci, sans un regard pour Sharon, l'emmène. Mais tous les autres restent là, les yeux fixés sur Sharon. Le seul bruit qu'elle entend est le klaxon du taxi. Il la regarde, il regarde ses vêtements. Que pourrait-elle leur dire? Elle s'avance dans le couloir vers eux, sa veste sur le bras, son sac dans une main, la photo de Fonny et de moi dans l'autre. Elle passe lentement devant eux et gagne l'escalier. Il y a des gens sur chaque palier. Elle traverse la cour, sort dans la rue. Jaime lui ouvre la portière du taxi. Elle monte, il claque la portière et démarre sans un mot. Le soir, elle retourne au cabaret, mais le portier l'informe que le seigneur Alvarez ne sera pas là ce soir, qu'il n'y a pas de table pour femmes seules, et que d'ailleurs, la salle est pleine. L'esprit est comme un objet qui amasse la poussière. Pas plus que l'esprit, l'objet ne sait pourquoi la poussière s'accroche à lui. Mais une fois fixée, celle-ci ne s'en va plus. C'est ainsi qu'après l'incident chez la marchande de légumes, je commençais à voir Belle partout. Je ne connaissais pas encore son nom. Je l'ai appris le soir où je le lui ai demandé, mais j'avais déjà retenu son numéro. Je l'avais certainement déjà vu avant cet après-midi-là, mais il n'était encore qu'un flic parmi d'autres. À partir de ce jour-là, il a eu les yeux bleus et les cheveux roux. Âgé d'environ 30 ans, il s'avance à la John Wayne en longues enjambées assurées pour purifier l'univers. Et il croit à tout ce blabla. C'est un pauvre con vicieux et infantile. Comme ses héros, il a l'estomac confortable, un gros cul, et dans sa petite tête ronde, ses yeux sont aussi vides que ceux de George Washington. Mais je commençais à comprendre la nature de ce vide, et ce que je découvrais me terrifiait. Si vous regardez fixement ce bleu immuable, cette pointe d'épingle au centre de l'œil, vous découvrez une cruauté sans fond, une méchanceté froide, glacée. Dans cet œil, vous n'existez pas si vous avez de la chance. Mais si cet œil, de sa hauteur, a été contraint de vous voir, si vous existez dans cet univers hivernal qui s'étend derrière cet œil, vous êtes marqué, marqué comme un homme en manteau noir qui s'enfuit en rampant dans la neige. L'œil s'offense de votre présence qui dérange la vue dans le paysage. Bientôt, le manteau noir s'immobilisera. Il deviendra rouge de sang, et la neige aussi sera rouge. Alors l'œil s'offensera de ce spectacle. Il clignera une fois et la neige commencera de tomber pour effacer ce rouge et ce noir. Parfois,
J'étais avec Fonny quand je croisais Belle, parfois j'étais seul. Quand j'étais avec Fonny, les yeux regardaient droit devant eux, dans un lointain figé. Quand j'étais seul, il me griffait comme les griffes d'un chat. Il me ratissait comme un râteau. Ses yeux n'affrontent que ceux de la victime soumise. Ils ne peuvent pas regarder d'autres yeux. Quand Fonny était seul, c'était la même chose. Les yeux de Belle fouillaient le corps noir de Fonny avec la cruauté implacable du désir, comme s'il avait allumé une lampe à souder et dirigé sa flamme sur le sexe de Fonny. Quand leurs chemins se croisaient et que j'étais là, Fonny regardait Belle et Belle regardait droit devant lui. Un jour je t'enculerai, mon garçon, disaient les yeux de Belle. Jamais, disaient les yeux de Fonny. Je vais ramasser mon fric et foutre le camp d'ici. J'avais peur parce que dans les rues du village, je me rendais compte que nous étions absolument seuls. Personne ne se souciait de nous et ceux qui nous aimaient étaient ailleurs. Belle m'a parlé une fois. J'allais retrouver Fonny un soir après mon travail. Ça m'a étonné de le voir parce que j'étais descendu du métro au carrefour de la 14e rue et de la 8e avenue. Or, Belle se trouvait d'habitude du côté des rues Blicker et McDougall. J'avançais en soufflant et haletant le long de l'avenue avec au bras un sac de trucs que j'avais piqué chez le juif quand je l'ai vu venir lentement vers moi. Pendant un instant, j'ai été prise de panique en pensant à mon butin. De la colle, des agrafes, des tubes de couleur, du papier, des clous et des crayons. Mais il ne pouvait pas savoir que j'avais volé tout ça, et je le détestais déjà trop pour m'inquiéter. Il s'avançait vers moi et je m'avançais vers lui. Il commençait à faire nuit. Il était environ 7h30. Les rues étaient pleines d'hommes qui rentraient chez eux, d'ivrognes affalés, de femmes pressées, de gamins portoricains, de drogués. Il est arrivé à ma hauteur. « Est-ce que je peux vous aider à porter ce paquet ?» J'ai failli lâcher le dit paquet. J'ai même failli faire pipi dans ma culotte. J'ai regardé dans les yeux. Non, merci beaucoup. J'ai essayé d'avancer, mais il me bloquait le chemin. Je l'ai regardé à nouveau dans les yeux. C'était peut-être la première fois de ma vie que je regardais un homme blanc dans les yeux. Ça m'a paralysé. Je n'avais pas l'impression de regarder les yeux d'un homme. C'était quelque chose de différent, d'entièrement nouveau pour moi, et donc de fascinant. Dans ses yeux, je lisais une séduction qui offrait la promesse d'un viol. Un viol qui promettait la dégradation et la vengeance, pour tous les deux. J'avais envie de me rapprocher de lui, d'entrer en lui, d'ouvrir ce visage en deux, de le changer, de le détruire, de m'enfoncer dans la boue avec cet homme. Alors nous serions tous les deux libres. Je pouvais presque entendre la musique. « Vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire, a-t-il dit d'une voix basse. Mais pour sûr, ça m'aurait fait plaisir de vous porter ce paquet. » Je nous revois encore dans cette avenue animée, envahie par le crépuscule. Moi avec mon sac et mon paquet, nous dévisageant l'un l'autre, immobiles. Je lui appartenais soudain. Un désespoir que je n'avais jamais éprouvé avant m'envahit. Je contemplais ses yeux, ses lèvres humides, enfantines et amères. Je sentais son sexe durcir contre moi. « Je ne suis pas un mauvais type, a-t-il ajouté. Dites-le à votre ami. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur de moi. » Je n'ai pas peur. Je le lui dirai. Merci. Bonsoir. Bonsoir, j'ai répondu, et je me suis rapidement éloigné. Je n'ai jamais parlé à Fonny de cette rencontre. Je ne pouvais pas. J'ai effacé de ma mémoire. Je me demande si Belle a parlé à Fonny. Je ne le crois pas. Le soir où ils ont arrêté Fonny, Daniel était chez nous. Il avait un peu bu. Il pleurait. Il parlait une nouvelle fois de son expérience en prison. Il avait vu 9 hommes violer un garçon. Lui-même avait été violé. Il ne serait plus jamais le Daniel d'avant. Fonny l'a tenu dans ses bras jusqu'à ce qu'il s'effondre. Je suis allé faire du café. C'est alors qu'ils ont frappé à la porte.